Moi, j'ai la version fois 1000 du syndrome prémenstruel. Donc, c'est-à-dire qu'on a les symptômes physiques, mais une prédominance de symptômes, je dirais même pas psychologiques, mais psychiatriques. Angoisse, anxiété, dépression, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires. Donc, la différence entre un syndrome prémenstruel et un trouble dysphorique prémenstruel, c'est que le syndrome prémenstruel n'handicape pas la vie d'une personne qui l'a, alors qu'un trouble dysphorique prémenstruel, ça peut vraiment être un handicap à la vie professionnelle, à la vie sociale, à la vie amoureuse. Voilà, non, c'est vraiment de la survie. C'est de la survie, c'est convaincre les autres. C'est entendre beaucoup de réflexions de la part de ses proches. T'es fainéant, tu veux pas te lever, tu te comportes comme une enfant, tu vas pas au travail, mais pourquoi tu vas pas travailler Tout le monde a compris, même les gens qui ne comprenaient pas après. C'est quand je suis passée sur France 3 dans les maternelles. Et je sais pas, cette aura de la télé fait que du coup la maladie existe et qu'on est sur des ateliers qui sont très ludiques avec beaucoup d'exercices pratiques parce que c'est pas juste les règles, c'est pas juste une présentation et dire c'est ça, c'est toucher, comprendre, surtout pour les garçons en fait, parce que ça va peut-être être le seul moment où ils vont voir, je sais pas, une serviette périodique avec du sang, donc du faux sang, mais... Bonjour et bienvenue sur la chaîne Parler Partager. Nous sommes dans une nouvelle vidéo lifestyle et aujourd'hui nous sommes avec Priscilla. Bonjour Gabriel, Ça enchantée. Va de même. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée, c'est sympa. C'est normal. Toi aussi tu fais des actions à impact positif qui aident les personnes. Du coup, tu as ta place aussi dans ce podcast-là. Ok, super. Est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci. Super. Qui es-tu, Priscilla ? Qui je suis ? C'est une question à 1000 points. Je m'appelle Priscilla, j'ai 34 ans et à la base, du coup, je travaille dans le marketing. Donc, j'ai un background en marketing et sinon, je fais plein de choses à côté. Je suis très éclectique sur ce sujet et je suis également du coup la présidente de l'association La Culotte Rouge. Je pense qu'il va être le sujet de cette vidéo. Donc, je ne vais pas m'étaler sur tout ce que je fais, mais je crée aussi du contenu sur Instagram, donc qui est important aussi pour comprendre pourquoi j'ai créé La Culotte Rouge. Voilà, donc c'est important. Du coup, c'est quoi la Culotte Rouge ? Alors, c'est quoi la Culotte Rouge ? La Culotte Rouge, c'est une association loi 1901 qui a pour but d'informer et d'éduquer sur tous les sujets liés au cycle menstruel. Donc, ça soit les troubles, les maladies gynécologiques, les protections périodiques, etc. Tous les sujets, en fait, qui sont liés aux règles. Et du coup, notre mission principale, c'est vraiment d'animer des ateliers dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et vraiment, notre cible première, c'est les personnes qui viennent d'avoir leurs premières règles. Donc, on dirait CM2, 6e, 5e, 4e. Donc, c'est vraiment notre cible. Sinon, on fait vraiment des ateliers pour tout âge. Récemment, on est parti à Lorient et on a fait un atelier avec des jeunes travailleurs et des seniors. Donc, vraiment, c'était une large audience avec une cible spécifique parce que c'est important de parler de ces sujets-là tôt, en fait. Et notre deuxième axe, c'est de créer des jeux pédagogiques sur tous les sujets liés au cycle menstruel parce qu'on s'est rendu compte que par le jeu, on peut vraiment briser des tabous. Est-ce que l'asso, tu l'as créé toute seule ? Et si oui, pourquoi tu as créé cet asso ? Alors, l'idée m'est venue toute seule en 2020 parce qu'en fait, du coup, je suis créatrice de contenu sur Instagram et je crée du contenu autour du trouble dysphorique prémenstruel. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le trouble dysphorique prémenstruel. Du coup, c'est un trouble dont je suis atteinte et j'ai mis 10 ans avant d'être diagnostiquée. Donc, j'ai vécu 10 ans à Londres et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à ressentir les symptômes. Du coup, il y a de forts symptômes. C'est comme un SPM. Est-ce que tu sais c'est quoi un SPM ? Non. Ok. Donc un SPM, c'est un syndrome prémenstruel et en fait, ça touche la plupart des femmes avec des symptômes physiques comme mal au sein, ballonnement, mal au dos. Ça peut commencer 2 à 7 jours avant les règles et des symptômes psychologiques, colère, tristesse, voilà. Ah, oui, ça je connais, oui. Voilà.
Voilà. Et du coup, moi, j'ai la version fois 1000 du syndrome prémenstruel. Donc, c'est-à-dire qu'on a les symptômes physiques, mais une prédominance de symptômes, je dirais même pas psychologiques, mais psychiatriques. Angoisse, anxiété, dépression, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires. Donc, la différence entre un syndrome prémenstruel et un trouble dysphorique prémenstruel, c'est que le syndrome prémenstruel n'handicape pas la vie d'une personne qui l'a, alors qu'un trouble dysphorique prémenstruel, ça peut vraiment être un handicap à la vie professionnelle, à la vie sociale, à la vie amoureuse. Donc voilà. Et donc, du coup, quand j'ai découvert, après 10 ans d'errance médicale, à ne pas savoir ce que j'avais, à penser que j'étais folle, à quitter des jobs, etc., une fois que j'ai mis le nom sur ça, je suis revenue en France, parce que comme j'ai dit, j'étais à Londres, et je me suis dit qu'en France, j'allais être mieux prise en charge. Et en fait, pas du tout. J'arrive en France, personne ne connaît ce mot. Voilà, je suis dans un néant médical. Et à ce moment-là, je me souviens que quand j'étais à Londres, je suivais des comptes engagés sur Instagram de personnes qui parlaient du trouble dysphorique prémenstruel, mais en anglais, et que ça m'aidait beaucoup. Et là, en fait, comme je revenais de Londres, je ne savais pas comment expliquer tout cela à mes proches en français. Donc, je me suis dit, il doit y avoir des femmes qui souffrent déjà en France, donc je vais créer une page, ça va me permettre, parce que je suis très créative, de créer des posts et peut-être d'expliquer ce qui se passe dans ma tête. Donc, j'ai créé cette page en 2018 et du coup, énormément de femmes ont commencé à me suivre. Vraiment, le trouble a commencé à être mis en lumière. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est cool parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent quarantaine, elles viennent 10 ans d'errance médicale, elles sont divorce, perte d'emploi, etc. Je me suis dit, j'ai envie de faire, c'est bien de les accompagner, mais j'ai envie de prévenir en fait. Donc, pour la prévention, il faut toucher les jeunes et du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette association La Culotte Rouge. Voilà, pour pallier à ce problème. Et en fait, j'ai vraiment créé l'association que j'aurais voulu avoir étant plus jeune, parce qu'en fait, si j'avais su quand j'étais au collège, lycée, ça m'aurait, sauvé la vie. Presque, bah oui, parce que c'est parti très loin. J'ai tenté d'atteindre à mes jours plusieurs fois. Donc vraiment, quand je dis ça aurait pu me sauver la vie, je parle au sens littéral du terme. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir autant de symptômes et être pas accompagné du tout, et surtout que que ça met 10 ans à pouvoir mettre un nom dessus? C'était comment pendant tout ce temps-là, et une fois arrivé en France, tu te dis c'est bon, je vais pouvoir me faire suivre, mais en fait au contraire, et c'est comment comment tu te sens quand c'est comme ça? En fait, j'ai pris la métaphore, c'est comme si j'étais dans l'eau et que j'étais tout le temps en apnée. Donc, tu sais, t'es dans l'eau et et c'est ça, en fait, pendant 10 ans. Tu survis, c'est pas tu vis, mais tu survis avec ces crises qui arrivent... qui arrivent à certains moments et qui sont de plus en plus fortes. Voilà, non, c'est vraiment de la survie. C'est de la survie, c'est convaincre les autres. C'est entendre beaucoup de réflexions de la part de ses proches. T'es fainéant, tu veux pas te lever, tu te comportes comme une enfant, tu vas pas au travail, mais pourquoi tu vas pas travailler, t'es pas malade. En fait, c'est expliquer qu'on a des symptômes psychiques qui font qu'on ne peut pas se lever. En fait, non, j'ai pas une jambe cassée, mais j'ai une douleur psychologique qui est telle que je ne peux pas me lever. Et expliquer ça aux gens, c'est incroyable, mais les gens ne comprennent pas. Pour dire, moi, vraiment, les gens ont commencé à comprendre. J'ai beaucoup milité sur ma page Instagram, j'ai fait beaucoup d'apparitions dans la presse et dans les médias TV, mais vraiment, le moment où je pense que tout le monde a compris, même les gens qui ne comprenaient pas après, c'est quand je suis passée sur France 3 dans les maternelles. Et je sais pas, cette aura de la télé fait que, du coup, la maladie existe, et du coup, on m'a dit... Ah oui, je pensais pas que c'était aussi dur, mais en fait, j'ai redit juste la même chose que je disais sur ma page Instagram, sauf que là, voilà, on était sur un média national. Et du coup, ça a permis aussi d'aider beaucoup de femmes, parce qu'elles m'ont écrit et me disaient j'ai pu montrer l'émission à mes parents, j'ai pu le montrer à mon conjoint. Donc voilà, c'est mettre en lumière ce trouble qui n'était pas du tout connu et expliquer que oui, il y a une vraie souffrance qui n'est pas visible, mais qui est là en fait. Et surtout que malheureusement, dans notre société,
que ça soit dans le monde professionnel ou même dans la vie de tous les jours, ce genre de problème n'est pas du tout mis en avant. Et surtout, on n'en parle pas du tout, quoi. Et même, surtout, je crois que c'est une des phrases que j'ai pu lire sur ton site. C'est que tu aurais préféré avoir plus d'informations sur la menstruation que le théorème de Pythagore, c'est ça? Oui, exactement. Oui, j'aime bien dire que voilà, on nous apprend le théorème de Pythagore. J'attends encore de l'utiliser. Alors que voilà, si on m'avait dit tout ça, ça m'aurait, comme j'ai dit, littéralement sauvé la vie. Donc en fait, je ne dis pas, c'est important d'apprendre le théorème de Pythagore, mais quand je vais dans les établissements et que je vois le manque d'informations qu'ont les jeunes filles et aussi les garçons, je me dis mais c'est pas possible en fait, parce qu'on vit avec ces règles, c'est pas, je veux dire, une fois tous les 2 ans, c'est tous les mois pendant 40 ans, et ne pas préparer les femmes à ça. Et je parle d'inégalité, parce qu'en fait il y a une vraie inégalité entre les personnes menstruées et les personnes non menstruées, on ne peut pas le nier. Une personne qui a un trouble, une maladie gynécologique, ça va l'impacter dans sa vie professionnelle, sa vie scolaire. Moi j'ai des étudiantes qui m'écrivent en me disant j'ai loupé mes examens, alors que si elles savaient déjà, si elles étaient mieux accompagnées, et si les établissements scolaires comprenaient mieux, il pourrait y avoir un aménagement. Parce que des fois, c'est juste dans le cas d'un trouble dysphorique prémenstruel, c'est 14 jours avant les règles. Donc en fait, si elle doit passer un examen 2 jours avant ses règles et qu'elle est littéralement en PLS, ça ne sert à rien. Pourquoi pas peut-être aménager, lui dire bon bah tu passeras ton examen après tes règles. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est possible, ou on préfère qu'en fait cette personne échoue à son examen et pense que du coup elle ne peut rien faire de sa vie, quoi. Moi j'ai des femmes qui ont des vraies peurs sur le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir étudier. Et il y a Sarah Rodrigue du coup qui aussi souffrait du trouble dysphorique prémenstruel, et elle est au Canada, et qui a écrit un livre, et elle disait j'aurais voulu être, je ne sais plus quelle personnalité, mais Oprah Winfrey par exemple. Et en fait c'est vraiment la sensation qu'on a, j'aurais voulu être, mais à cause de ce trouble on a l'impression qu'on ne peut pas, parce qu'on est dans une société patriarcale qui est très linéaire. On pense vraiment dans un monde masculin où voilà, la cyclicité de la femme est un peu mise de côté, quoi. De toute façon, cette problématique, c'est une problématique générale qu'on a malheureusement, et qui c'est pas seulement en France, mais surtout de partout dans le monde. C'est la société patriarcale, malheureusement, qui est faite comme ça. Mais si on devait revenir sur vos actions, vous, en gros, vos actions ne sont pas seulement en Île-de-France, je crois que vous vous déplacez partout en France. Et ouais. C'est quoi vos actions? Qu'est-ce que vous faites pendant vos actions, quand vous intervenez dans les écoles ou autres? Alors oui, on n'est pas. Alors on est une association du coup basée dans le 93 où j'habite. Par contre, on se déplace partout. Donc on est parti à Reims, on est parti en Bretagne, on est parti à Marseille, on est parti à Arras. Enfin voilà, on a fait plusieurs villes. Comment ça se passe en fait? Nous, notre mission principale, donc c'est d'animer des ateliers qui soient ludiques. Donc en fait, c'est pas juste une présentation, parce que en fait, je pense que c'est important que j'ai dit que je travaille dans le marketing, parce que j'ai cet œil créatif qui fait que je voulais pas que nos présentations soient ennuyantes. On est face à notre cible principale, c'est des ados, des pré-ados, donc il faut les motiver, il faut les intéresser. Donc on est sur des ateliers qui sont très ludiques, avec beaucoup d'exercices pratiques, parce que c'est pas juste les règles, c'est pas juste une présentation et dire c'est ça, c'est toucher, comprendre, surtout pour les garçons en fait, parce que ça va peut-être être le seul moment où ils vont voir, je sais pas, une serviette périodique avec du sang, donc du faux sang, mais mais voilà en fait, il faut les confronter à ça, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va briser le tabou, c'est en les mettant face à la chose, c'est pas en leur cachant et leur disant bon, c'est quelque chose que bon, les femmes elles ont tous les mois et ils savent pas à quoi ça ressemble. Donc voilà, nous vraiment c'est une approche très pratique, très ludique. Sur cette note, on crée également des outils pédagogiques. Donc on a créé un jeu de cartes qui s'appelle Sans Tabou,
Donc c'est un jeu de cartes un peu comme je voulais pas un jeu de cartes pédagogique qu'on utilise une fois et qu'on ne rejoue pas. Donc c'est un jeu de cartes un peu comme un Uno, etc. où il y a vraiment un élément stratégique. Donc il faut être le premier à terminer son cycle menstruel avec du coup des questions quiz pour du coup accumuler des connaissances sur le cycle menstruel. Mais voilà, on essaye toujours d'inclure quelque chose de sympathique en fait, parce que comme je dis, c'est très difficile de garder leur attention. Et si on leur fait une présentation, oui, c'est ça, c'est pas le but. Moi, je dis toujours, l'objectif de nos ateliers, c'est pas qu'ils aient tout compris, c'est pas qu'ils soient des génies sur le cycle menstruel, c'est qu'ils retiennent les clés. Si déjà une jeune fille comprend qu'il y a un lien entre la santé mentale et le cycle menstruel, j'ai gagné. Si déjà un garçon, il change un peu sa vision sur les règles, c'est pas sale, j'ai gagné. En fait, voilà, c'est vraiment, nous, c'est notre approche. C'est pas qui deviennent des génies du cycle menstruel, mais qui retiennent les bases. Parce que moi, je me souviens, plus jeune, j'ai entendu c'était une musique, je pense, qui nous passait quand j'étais en maternelle sur mon corps, c'est pas le tien. Et je me souviens pas de quel était l'objet de l'atelier, mais je me souviens de cette phrase qui m'a accompagnée tout au long de ma vie. Et je me suis souvenue que mon corps, c'est le mien et que personne n'avait le droit de le toucher. Et c'est vraiment la même mécanique que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie qu'une jeune fille qui, là, maintenant, n'a pas de problème, se dise plus tard, oh là là, je me sens pas bien, je suis en dépression. Peut-être que c'est lié à mon cycle menstruel. Surtout que c'est important dès le jeune âge de réussir à mettre des mots, parce que vu que le corps humain, c'est, en gros, on va dire, le cheval sur lequel on avance dans la vie, il faut réussir à le connaître, quoi. Et si toi, tu arrives à connaître ton corps et que tu arrives à comprendre tes maladies ou tes symptômes, ça pourrait t'aider à avancer ou autre, quoi. Exactement, ouais. Je crois que en dehors du jeu de cartes, je crois qu'il y a un nouveau jeu de cartes qui va sortir aussi bientôt. Oui, donc du coup, vraiment, notre particularité, c'est qu'on essaie de se renouveler chaque année. Donc cette année, on est en train de préparer un jeu de cartes sur les différents moyens de contraception, parce que c'est aussi important. C'est un sujet qui est lié au cycle menstruel. Donc voilà, donc on est en train de préparer cet nouvel outil qu'on utilisera durant nos ateliers. C'est là, on est arrivé à la minute café, là. Est-ce que je te propose bien un café ou un thé ? Un thé, oui. Mais du coup, on passe à la minute café. Voici ton thé. Du coup, là, c'est la partie un peu plus détente, on va dire. Ok, chill. C'est ça. Où on essaie de connaître... de te connaître toi et de savoir qui tu es un peu plus en détail. Du coup, la première question, quel est ton film préféré ou est-ce qu'il y a un film qui t'a inspiré dernièrement ? Oui, alors le dernier film que j'ai vu qui m'a énormément inspiré et que j'ai beaucoup aimé, c'est Woman Skin avec Viola Davis. Donc c'est sur une tribu de femmes guerrières. Donc toujours dans mon côté un peu féministe, etc. Non, ce film, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Ouais, il est juste magnifique. J'ai les décors, les danses. Il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. Enfin, c'est juste magique. Donc ouais. D'accord. Il faut aller le voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Du coup, allez le voir. Voilà. J'y vais aller aussi. Ouais. Non, il est top. Quelle est ta musique préférée ou ta musique sur laquelle tu t'ambiances en ce moment, quoi ? Musique préférée. Là, j'écoute du 69. Donc 6ix9ine, certaines personnes. Ouais, donc en fait, c'est toujours intéressant parce que j'ai ce côté. Je sais pas, un peu intellectuel. Je dis pas que sa musique n'est pas intellectuelle, mais j'ai aussi un côté, j'aime beaucoup le rap US. Certains diront que ce n'est pas du rap US, mais voilà. 6ix9ine, il a sorti un son Wapahe, je crois. Il sort des chansons en espagnol et j'aime beaucoup. Voilà. Super.
Est-ce que tu as une personnalité ou un créateur de contenu qui t'inspire? J'en citerai deux. Donc, c'est des personnalités. Il y a Assa Traoré, parce que je trouve que voilà, le combat qu'elle mène, l'aura qu'elle a, et elle a jamais lâché. Donc, c'est un petit peu comme moi, parce que j'ai jamais lâché. Ça fait depuis le 2020. Que je suis sur l'assaut, que c'est depuis 2018 que je milite et je compte pas m'arrêter d'aussitôt, donc elle m'inspire énormément. Et il y a Aïssa Maïga aussi, actrice, qui m'inspire, surtout le discours qu'elle a fait durant les Oscars. J'ai trouvé ça tellement courageux, surtout qu'elle était face à une salle qui n'était pas du tout réceptive. Tu l'as vu ça, ouais. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, mais cette nana, elle est juste géniale. Et qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est le message derrière ces personnes, c'est que si on a un message à faire passer, quel message, il faut le faire passer, il faut le faire avec conviction et qu'il ne faut pas lâcher parce que voilà, quand on a des valeurs et qu'on croit en quelque chose, c'est important de le dire. Voilà. C'est des gens comme ça qui changent le monde en fait. C'est ça. Voilà. C'est aussi important de le vivre. Si tu le vis, de toute façon, comme tu as dit, c'est cette aura que tu as se transformer en action directement, quoi. Exactement. Et du coup, avec ces belles paroles, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent sur les plateformes de streaming? Un conseil sur quoi en particulier? Comme tu veux. Je dirais persévérer, croyez en vos rêves, c'est important. Parce que je pense que moi, mon parcours, il a été jaugé d'embûches. C'était très compliqué parce qu'avant, je ne savais pas ce que j'avais et pourtant, je n'ai pas lâché. J'ai beaucoup pleuré. Pleurer, c'est un conseil aussi. Et aux gens qui me disaient arrête de pleurer, je disais oui, mais moi, je pleure, mais j'agis. Donc pleurer, ça n'empêche pas d'agir. Donc voilà, si vous pleurez ou si vous avez passé beaucoup de temps dans votre lit, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit avec les différentes dépressions, etc. Et j'ai cru que j'allais jamais y arriver dans la vie ou que je perdais du temps. Et en fait non, si vous avez besoin de vous reposer, croyez en vous, même dans ces moments-là où vous êtes dans votre lit et vous ne savez pas où vous allez. Moi, si je reviens à ces moments-là où j'étais dans mon lit, j'aurais jamais imaginé que je serais là en train de te parler d'une association, d'un jeu de cartes. Donc, croyez en vous, quoi. Super. Oui, en gros, il faut pas rester à s'apitoyer sur son sort. Il faut à chaque fois essayer d'aller de l'avant et de faire bouger les choses, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, s'apitoyer sur son sort, si des fois, je pense que c'est important. On peut s'apitoyer sur son sort à un moment. Il ne faut pas rester à ce moment-là. Il ne faut pas rester dans le lit, en fait. Oui. Il faut sortir du lit. Non, par contre, non, moi, on reste au lit. Même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. On en a besoin des fois de cette pause. Mais il y a un moment où on va ressortir de ce lit, mais de pas culpabiliser, parce qu'en fait. Bien sûr, il faut vivre cet instant-là aussi, parce qu'il faut pouvoir, en gros, soigner ses blessures pour pouvoir avancer. Exactement. Mais il faut avancer, il ne faut pas rester où on est. Il faut avancer. Parce que sinon, tu seras toujours dans ton lit, là. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais j'ai toujours des moments, mais en fait, c'est de ne pas culpabiliser. C'est ça. Parce qu'en fait, on a tendance à culpabiliser et je me dis qu'en fait, ce temps, il était nécessaire et que ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, je suis triste et je vois tout en noir, que ma vie au global sera sombre, en fait. Non, il y a la lumière qui arrive, il faut juste être patient et s'écouter. Et cette lumière-là, de toute façon, on la voit. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant aussi avec ce podcast-là. C'est de mettre les personnes en gros, qui ont un impact positif sur la société, sur les personnes. Et aujourd'hui, on a fait des dizaines et dizaines de tournages. Et on en a encore qui arrivent. Et on voit aussi que ces personnes-là, elles s'avancent et elles font des choses, elles font bouger les choses. Et du coup, cette lumière-là commence à éclairer le monde. Exactement. Et je pense que du coup, ce que vous faites est très important parce que moi, je sais qu'on a besoin d'histoires en fait, pour s'encourager. On a besoin d'avoir des témoignages.
Et c'est important de le faire et de mettre en lumière des gens qui font des choses, parce que c'est vrai que beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de paraître, beaucoup de la culture du vide. Donc c'est important de remplir ce vide avec de la vraie culture, des vraies actions et des vraies personnes qui travaillent dur pour arriver où elles sont, parce qu'en fait, il n'y a pas de travail facile comme on veut nous faire croire souvent sur les réseaux sociaux. Donc merci pour le travail. Merci à toi aussi. Ouais. Généralement, il y a un ami de l'équipe qui aime bien utiliser l'expression de les réseaux sociaux sont... l'eau est malheureusement assez trouble avec toutes les mauvaises choses qui sont déversées à l'intérieur. Nous, on essaie de mettre de l'eau propre pour que l'eau s'éclaircisse un peu plus, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est très joliment dit. Et oui, c'est ça, il faut. Plus on mettra de l'eau claire, mieux ça sera, surtout pour inspirer la jeunesse qui arrive, en fait. Parce que c'est très important. Nous, on avait des figures sur qui s'attacher. Enfin, voilà, il y a des Martin Luther King, etc. Aujourd'hui, la jeunesse... Voilà, c'était pas des personnes qui disaient swipe up. Voilà, exactement, pour acheter mon gel douche, j'ai acheté. Voilà, donc c'est important, c'est important. Je te remercie, Priscilla. Merci à toi, encore une fois, de m'avoir invité. Merci pour le thé. Et Merci. Voilà. Du coup, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle. À une prochaine. En parler, c'est partager, c'est en partageant qu'on en parle.